Et vous écoutiez Heavy is the Crown de Linkin Park qui sont venus de l'impensable, vraiment. Linkin Park qui ont fait un. Le comeback était magistral, sincèrement. Ils n'en ont pas parlé à personne, ils n'ont rien fait. Ils ont juste droppé une tune en live qui n'était pas celle-là, qui est Emptiness Machine. Mais Linkin Park sont venus officiellement il y a quelques semaines avec un nouvel album qu'ils ont annoncé, avec une nouvelle chanteuse qui n'avait pas été annoncée du tout, qui fait pas tant l'unanimité, sincèrement. Beaucoup de monde adore. Certaines personnes, quand même beaucoup de monde de ce que j'ai vu sur Internet aussi, ont l'air d'haïr. Personnellement, pour vrai, le concept d'une chanteuse féminine dans Linkin Park, moi, j'adore ça. Je pense que j'en avais déjà parlé dans un autre podcast parce que j'étais comme, OK, ça peut vraiment, vraiment être très, très cool, ça. Puis je pense qu'ils ont super bien réussi. Malheureusement, la fille, quelques secondes après avoir sorti la tune, est déjà tombée dans des controverses parce qu'elle a déjà fait. En tout cas, elle était ou est encore dans l'église de Scientologie, puis il y a une histoire de procès qui a mal viré ou en affaire de même. Fait que là, ça a comme un peu mal viré à ce niveau-là, mais niveau musique, qui est l'intérêt de la chanson, pour vrai, j'adore. Personnellement, la direction qu'ils prennent ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Il y a probablement personne qui va remplacer Chester. Sincèrement, si vous êtes né quelque part entre 1990 et genre 2015, c'est un chanteur que vous connaissez et qui a eu un impact sur vous d'une quelconque manière. Mais la transition est vraiment cool. Puis sincèrement, je pense que ça peut vraiment être bon. J'aime bien la vibe pop agressive, style. Ça fait penser à genre Meteora, là, genre début Linkin Park un peu. Fait que vraiment, vraiment cool. Fait que vous écoutiez le petit bout de Scream que j'adore. Cette fille-là, personnellement, je trouve pas que sa voix, quand elle chante, est si hot que ça. Mais quand elle scream, je trouve que sa voix de scream est vraiment, vraiment malade. Il y a Spirit Box, que j'aime beaucoup, qui sont dans ce genre-là. Elle me fait beaucoup penser à Spirit Box, en fait, qui est. Honnêtement, Spirit Box, c'est probablement rendu un de mes bandes préférées. Mais en ce moment, podcast particulier, podcast vraiment plaisant, ça va vraiment, vraiment me faire du bien, sincèrement, parce que dans les derniers temps, j'ai parlé beaucoup, beaucoup de courses à pied, c'est la saison de course, c'est l'off-season qui s'en vient. Puis là, on va vraiment parler de choses crucial, absolument crucial dans la vie. Comment avoir des plus gros muscles? Je veux dire, il y a une hiérarchie des choses dans la vie. Vivre une vie remplie, avoir des challenges. On s'entend qu'avoir des gros biceps est très haut dans cette liste-là, right? Puis là, comme on transitionne, ben, il y a bien du monde qui vont spinner au gym un peu, puis qui vont commencer à travailler la shape un peu. Puis on va faire ensemble un petit crash course sur l'hypertrophie musculaire qui, sincèrement, je pense, va être super intéressant. Je pense ça va être vraiment, vraiment rafraîchissant. Ça va être vraiment le fun d'amener ça. Puis il y a certainement des choses que vous allez apprendre là-dedans. J'ai travaillé beaucoup dans les dernières heures et demie. OK, ça va être un petit bout quand même que je suis là-dessus. À essayer de vraiment simplifier au maximum genre le contenu puis vraiment rendre ça plus short parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'entraîne. Il y a beaucoup de monde qui s'entraîne pas super efficacement en termes de développement musculaire. Fait qu'on va vraiment, vraiment parler de ça en ce moment. On va donner une couple de petits concepts, une couple de petites affaires pour vous permettre d'optimiser vos gains cet hiver, cet automne, pour arriver à la version la plus musclée, la plus monstrueuse, devenir le Hulk Hogan québécois de vous-même. Fait que ça va être vraiment, vraiment cool. Fait qu'un petit crash course sur l'hypertrophie musculaire aujourd'hui en termes de podcast. La première affaire, qui est une espèce de point zéro, je pense que j'ai 7 ou 8 points, puis comme d'habitude, même si je dis que j'ai 7 ou 8 points, la dernière chose que je vais faire, c'est nommer mes points ou les respecter. Je vais prendre partir de tous côtés, fait que j'ai une coupe de points qu'on va chancer ensemble sur le développement musculaire et sur l'hypertrophie. La première affaire, qui est probablement ce que j'appellerais le point zéro, quand même ironique, quelqu'un commence son podcast en disant il n'y aura pas de chiffre, puis là, il donne un chiffre direct en partant. Le premier chiffre, le patient zéro, qui est probablement la chose la plus importante. À savoir que je vais donner beaucoup de concepts très, très applicables à la fin du podcast, comment structurer votre entraînement, quel type de split concept, quel type de split utiliser, c'est quoi les prédicteurs de l'hypertrophie dans la littérature scientifique, parce que oui, c'est des choses qui existent. On sait exactement qu'est-ce qui a tendance à causer plus d'hypertrophie. En fait, on le sait, puis on ne le sait pas tant. Ça vaut probablement la peine d'être dit parce qu'au minimum, c'est intéressant. C'est très, très difficile de mesurer l'hypertrophie en recherche pour plusieurs raisons. La première, il y a beaucoup de problèmes en sciences ou en médecine qui viennent d'un manque pur de brain power. À savoir juste, on n'est pas assez intelligent pour bien comprendre ces phénomènes-là. Puis c'est probablement là que l'intelligence artificielle va vraiment briller dans le domaine médical, où est-ce que ça va nous permettre d'analyser des problèmes ou des pathologies avec des multiples milliers de variables, ou des centaines, milliers, ça commence à faire pas mal, mais mettons des centaines de variables, puis quand même de venir avec un plan de traitement adapté selon toutes ces variables-là. Tu sais, c'est un modèle mathématique qui dépasse complètement le cerveau humain. Mais en hypertrophie, il n'y a pas tant de ça. Sincèrement, les raisons pour lesquelles l'hypertrophie n'est pas tant développée, ben, c'est mieux que c'était quand même. C'est surtout du financement, à savoir qu'on n'a pas d'argent pour faire des études parce que, soyons honnêtes, qui va payer pour ça? Puis la deuxième affaire, c'est ça reste un phénomène qui est mathématiquement très, très dur à quantifier, dans le sens que si tu ajoutes une livre de masse musculaire ou deux, trois livres de masse musculaire sur ton corps, je te jure que tu vas voir la différence. Physiquement, tu vas vraiment, vraiment voir la différence. Sauf que mathématiquement, 2-3 livres sur 180, c'est pas des très hauts pourcentages. Fait que ça devient dur d'avoir des précisions mathématiques vraiment, vraiment prononcées sur l'hypertrophie. Fait que même si je vais vous donner les prédicteurs dans la littérature scientifique, je vais littéralement faire ça en ce moment, je vous dirais, attaquez-les avec la possibilité que ça change
Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont changé les derniers temps, puis c'est vraiment quelque chose qui est en ébullition en ce moment, puis qui se développe beaucoup, mais voici un peu l'état de la littérature scientifique actuelle là-dessus. Puis le premier point qui est le plus important pour la plupart du monde, je vais faire ce podcast-là plus débutant intermédiaire ou débutant intermédiaire avancé, mais pas vraiment avancé ou élite, là, plus intermédiaire plus, mettons, débutant intermédiaire plus. Fait que la plupart des recommandations pourraient varier. Si vous êtes quelqu'un de vraiment très, très, très avancé, quelqu'un qui est élite, quelqu'un qui s'entraîne depuis 8, 9, 10 ans, il y a peut-être des points qui vont être à prendre avec c'est pas des paillettes, c'est quoi l'expression? Mais qui vont être à faire un peu plus d'attention quand même là-dessus. Fait que je vais le guérir là-dessus. Puis pour débutants intermédiaires, la première affaire, c'est que tu ne te tromperas jamais à devenir plus fort, ces gros lifts de base. OK? Fait que c'est chin-up, pull-up, bench press, shoulder press, squat, deadlift. Genre, je mettrais toutes les progressions bodyweight là-dedans aussi. Push-up, pull-up, toutes ces affaires-là, c'est vraiment des choses qui ont beaucoup, beaucoup de valeur à développer. Dips, ça, tu ne te tromperas jamais. Fait que si tu arrives et tu es comme, je ne sais pas quoi faire, deviens plus fort. Je te jure que tu ne te tromperas pas là-dedans. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis la deuxième affaire, c'est plus en termes de technique et d'exécution. Il y a bien du monde qui vont avoir une approche qui va être très, très anatomique, à savoir quand tu vas lifter. Fait que, tu sais, OK, c'est quoi la fonction de tel muscle, comment je positionne mon numérus, toutes mes affaires dans le même. Puis, ça a de la valeur, il faut connaître à peu près qu'est-ce que le muscle il fait comme position pour bien ajuster puis avoir une bonne technique. Mais ce qu'il faut surtout, c'est avoir un bon ressenti musculaire. Puis c'est là que la plupart du monde vont vraiment, vraiment avoir des problèmes avec ça. Tu sais, le monde sont tellement basés sur comment est-ce qu'ils devraient forcer qu'ils ne se demandent pas qu'est-ce qui fit pour eux. Puis il ne faut pas avoir peur de jouer là-dedans. Tu sais. Fait que si tu attaques une phase de développement musculaire où tu veux tonifier, peu importe le terme que vous utilisez, tes fesses ou whatever le terme qui te fait plaisir qu'on aille, que sincèrement, c'est la même affaire, mais prends le terme qui te ferait le plus plaisir, question de satisfaire l'audience générale du podcast, de vraiment l'aller comme ça. Euh, à quel point tu veux tonifier tes WC, ben, tu es sans travailler. Parce que si tu es sans pas travailler, je te jure, achète qu'ils ne se développeront pas optimalement. Puis c'est là que toute la technique va venir importante. Tu as bien du monde, sincèrement, encore aujourd'hui, je suis en ligne, encore à pratiquement chaque jour, où est-ce que juste de prendre des exercices puis les adapter pour eux, pour faire que là, ils ont un bon ressenti, ils sont capables de progresser sur ces exercices-là, puis vraiment la pompe musculaire pendant le set ou au fur et à mesure que l'entraînement augmente, qu'ils sentent vraiment que là, il y a une accumulation, puis là, le muscle est pompé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif parce qu'au minimum, ça te dit que tu forces comme du monde. Si tu sors de tes workouts, tu n'es jamais pompé, puis tu n'as jamais de fatigue ou d'engorgement vraiment purement musculaire, il y a quelque chose que tu ne fais de pas correct, sincèrement. Puis il y a beaucoup de monde qui sont juste à ce niveau-là. À savoir que si toi, tu es là, tu commences, tu n'es pas sûr, tu es comme, man, j'ai de la misère à bien sentir mon chest, j'ai de la misère à bien sentir mes fesses, c'est la chose qu'il faut que tu travailles. C'est pas plus important, c'est pas plus grave que ça, c'est pas plus compliqué que ça pour la plupart du monde. Fait que si tu ne sens pas bien de travailler, je te jure, achète qui ne se développera pas optimalement. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Il existe plein de méthodes pour ça. Une méthode que moi j'aime bien avec le monde, c'est tout ce qui est pré-fatigue, à savoir que tu vas prendre un exercice d'isolation. Mettons, je vais prendre le chest, par exemple, ben, tu ferais des pec deck ou tu ferais, mettons, des fly ou une variante que tu sens mieux. Ça peut être très subjectif comme réponse. Ou est-ce que tu sens vraiment bien ton chest travailler, puis après ça, tu vas le transférer sur un bench press ou une affaire comme ça. Tu peux le faire chronologiquement, genre, fait que tu fais un exercice d'isolation avant de faire ton exercice principal, qui serait ton bench, mettons, fait que tu fais tes pecs avant, ou tu peux carrément les faire en superset, tu t'entraînes n'importe où ailleurs qu'un Econo Fitness, ou est-ce que tu es capable d'alterner deux machines en même temps? Ben, ça peut être une méthode qui est faisable, mais ça, c'est vraiment important. Fait que la première affaire, si t'es pas sûr, c'est comme ça devient trop complexe, je sais pas, je suis où, deviens plus fort, puis augmente ta capacité à recruter les muscles que tu veux développer. Puis là, ça ouvre un autre point, ça, qui est genre, bro, quel muscle que tu veux développer? Parce que la plupart du monde, c'est comme, je veux prendre la masse partout, puis t'es comme, je sais pas combien de fois j'ai dit ça dans la dernière année, il faut vraiment que je ralentisse, je parle vite dans les podcasts, on va se calmer, on va se chier, on va se prendre un petit thé matcha, man, puis un matcha, fuck, man. Bref, pardonnez, je suis malade en ce moment, ça va être la chose qui, je suis vraiment très fonctionnel quand je suis ces Tylenol rhume et sinus, mais quand les Tylenol rhume et sinus débarquent, c'est moins fonctionnel pas mal mon affaire. Puis ils devraient débarquer dans pas très long. On va souhaiter qu'ils ne débarquent pas dans le podcast. Fait que ça pour dire, si tout est une priorité, rien n'est une priorité. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça cette année, mais c'est vraiment, vraiment important. Je ne sais même pas combien de fois je le dis par jour, sincèrement. Où est-ce que je fais. J'aimerais ça te dire que ma job, c'est de coacher, c'est de faire des affaires vraiment complexes, de travailler des progressions d'exercice, mais plus souvent qu'autrement, ma job, c'est d'être un mécanisme fancy de responsabilisation externe, puis de répéter les mêmes affaires. C'est souvent ça comme 95% de ce que je fais dans une journée. Puis ça, c'est vraiment important. Si tout est une priorité, il n'y a rien qui est une priorité. Fait que si t'arrives, t'es comme, je veux tout faire, je veux monter mon chest, je veux monter mes jambes, je veux monter ci, priorise une affaire, maximum une à deux priorités, principalement lorsqu'on tombe par groupe musculaire, ça peut vraiment être important parce que le prédicteur majeur pour vendre un punch, après ça, c'est le volume. Puis on ne peut pas avoir un volume distribué parfaitement égal. J'ai jamais connu personne qui va être capable de récupérer d'un. Il y a deux types de volume. Il y a trois types de volume, si on compte le junk volume. Là. Il y a trois types de volume, puis j'ai jamais connu personne qui est capable d'avoir le volume maximal
sur chaque groupe musculaire en même temps. Le monde ne récupère pas, le monde se blesse, le monde n'a pas des gains qui sont idéaux. Fait que c'est vraiment, vraiment important de prioriser. Fait que si vous n'êtes pas sûr de quoi faire au début, priorisez, vraiment identifiez un ou deux groupes musculaires clés à développer. Tout le reste, vous pouvez le mettre sur maintien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne progresseront pas, c'est juste que ce n'est pas une priorité actuelle. Tu sais. Puis ils peuvent se maintenir très, très bien à très faible volume. Ça, on va probablement s'en reparler aussi. Devenez plus fort, puis focuser sur l'exécution. Il y a tellement de monde qui ne prennent pas le temps de juste se placer puis de bien sentir. Un autre type, quand on a de la misère à sentir des groupes musculaires, je vous dirais, c'est de focuser vraiment sur l'excentrique. Puis tu n'es pas obligé de faire le mouvement complet quand tu as de la misère à sentir un muscle. Tu descends, tu fais ton bench, puis là, tu le sens, puis tu le perds à la fin. Vas-y pas à la fin. Tu es mieux de rester en contrôle, quitte à avoir une hypertrophie qui est moins idéale dans un premier temps, mais vraiment d'améliorer ta capacité de rester en contrôle avec ce muscle-là, puis de mettre beaucoup, beaucoup de tension sur ce muscle-là, que de faire ton full range of motion. Puis après ça, de le progresser lorsque là, tu es capable d'aller en bas, puis d'aller vraiment, mettons, dans ta pleine position étirée. Tu peux mettre des pauses à certains endroits précis. Tu sais, mettons, ça a tendance à le perdre un peu avant d'arriver au chest. J'ai l'exemple d'un bench, là. Mais tu sais, si tu as tendance à le perdre un peu avant d'arriver au bench, tu mets une petite pause avant, puis tu focuses vraiment sur squeezer ton chest au max, puis le reprendre un peu. Fait que cette espèce de capacité-là, cette espèce de skill de base de bodybuilder, qui est une des grosses affaires. Tous les bodybuilders font ça. Tous les bodybuilders sont très, très bons là-dessus. Cette habileté-là est super développée. C'est quelque chose qu'on voit très rarement dans une salle d'entraînement. Fait que de vraiment développer sa capacité à bien recruter un muscle et à bien stimuler un muscle, c'est quelque chose qui est super intéressant. Fait que devenez plus fort, améliorez votre recrutement musculaire, puis priorisez pour l'amour du ciel. C'est vraiment, vraiment important là-dessus. Point 1, OK? Point 1 qui va être vraiment, vraiment très important. Le plus gros prédicteur d'hypertrophie en général, puis là, ça va ouvrir plein d'autres questions par rapport à ça, c'est de manière écrasante, c'est le volume d'entraînement. Ce n'est pas quelque chose qui va changer dans les prochaines années. C'est improbable que ça change, puis on trouve une autre variable. Ça sort monstrueusement fort dans à peu près chaque étude, chaque revue de littérature qui existe en hypertrophie. C'est la quantité totale de job qui est faite sur ce groupe musculaire-là. Puis c'est là que ça vient toucher lorsque tu désignes un programme d'entraînement. Il y a 3 types de volumes. Okay? Le premier, c'est ce qu'on appelle le volume minimum efficace. Fait que le volume minimum efficace, c'est quoi la dose minimale de travail musculaire que je peux faire pour générer des adaptations. Puis la plupart du monde ne sont pas dans ce volume-là. Fun fact, on va s'en reparler encore un peu parce qu'il y a une question d'intensité aussi par rapport à ce volume-là. Ce n'est pas 2 paramètres, même si on les sépare souvent lorsqu'on les explique, à savoir qu'on parle du volume comme étant la quantité totale de travail, puis on parle de l'intensité comme étant la difficulté ou l'intensité, définitivement, à quel point ce travail-là est fait. Ce pas 2 paramètres qui sont séparés. Il y a une petite ligne entre les deux. Mais souvent, on les sépare, question d'explication, mais ça, on va s'en reparler aussi. Il y a le volume minimum efficace, qui est dans le fond, c'est quoi le minimum de dose que je peux avoir. Puis il y a ce qu'on appelle le volume maximal adaptif, qui sont des traductions de l'anglais, en fait. Fait que c'est probablement pas ça dans la littérature scientifique, mais là, je les ai traduits très rapidement tantôt. Le volume maximal, c'est juste quelle quantité de travail que je peux faire avant d'avoir un retour qui va vraiment, vraiment diminuer. Le retour qui diminue sur l'effort que je mets versus les adaptations que je vais créer, on va appeler ça du junk volume, à savoir toute contraction musculaire, tout effort, toute série qui ne résulte pas d'un gain en adaptation. Il existe plusieurs types de junk volume. J'ai déjà fait un podcast complet là-dessus. La plupart qu'on voit, c'est un volume de sous-stimulation, à savoir que le monde ne va pas avoir une bonne intensité, ne vont pas être assez proches de l'échec musculaire. J'arrête pas de dire que je vais en parler tantôt, fait que je vais en parler tout de suite. C'est important de comprendre que c'est l'erreur la plupart, c'est une des erreurs principales après pas bien forcé que le monde va faire, c'est vraiment avoir une intensité qui est suffisante. Dans le sens que si l'être humain avait la capacité de regarder ses biceps puis de faire « Alright bro, grossis », on aurait été éliminé il y a bien longtemps dans l'histoire de l'évolution. C'est pas logique pour le corps humain de bâtir de la masse musculaire parce que tu ajoutes une dépense à ta survie, littéralement. Tu crées quelque chose que tu n'as pas besoin, dans le sens qu'on n'a pas besoin pour survivre comme espèce en ce moment, surtout pas avec la technologie, d'avoir des biceps de 25 pouces. On n'a pas exactement besoin de ça pour répondre à la plupart des activités. D'ajouter de la masse musculaire pour l'humain moyen, c'est un non-sens. C'est vraiment, vraiment un non-sens clair de la plupart du monde. Fait si on fait ça, c'est important de comprendre que le corps n'ajoutera pas de la masse musculaire à moins de se sentir forcé de le faire. Puis comment il va se sentir forcé de le faire? C'est juste s'il estime que c'est nécessaire pour répondre à l'environnement. Fait que c'est genre, là, fuck man, à chaque... je pense pas qu'il capte les lundis, mais tu sais, sur une base régulière, je me fais challenger, ça me demande de me devenir plus fort, de développer de la masse musculaire à ce niveau-là pour répondre aux besoins de mon environnement, qui est dans ce cas-ci une gym, une salle d'entraînement. Bien là, il va créer de la masse musculaire. Fait que c'est cette stimulation, fait que c'est la relation intensité-volume, puis ça prend un certain seuil de travail. En général,
OK? Comment qu'on le quantifie? Puis ça, c'est quelque chose qui a peut-être changé dans les dernières années ou définitivement dans les premiers podcasts que moi j'ai fait, où est-ce que je parlais beaucoup d'échecs musculaires, d'intensité, puis je suis comme le monde s'entraîne pas assez fort. Mais moi, dans ce temps-là, je m'entraînais foutrement trop fort. Là, j'ai backé off un peu. Toutes mes séries étaient à l'échec. Ben, pas toutes, là, mais la plupart de mes séries étaient à l'échec pur. Euh, Ce qui est, je me suis tellement blessé dans cette phase-là, je me suis pété les épaules plus souvent que je peux le dire, sincèrement. Puis l'autre affaire aussi, c'est t'es tellement démotivé, man. Tu t'en vas juste au gym, puis tu t'en vas à la guerre à chaque fois, puis tu vas littéralement pousser à l'échec à tous tes exercices et tout. Fait que c'est dur d'avoir une constance dans le temps, puis il faut que tu slammes du pré-workout comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis c'est pas exactement une approche qui est soutenable. Puis dans la littérature scientifique, on n'a pas nécessairement de démarcation claire, à savoir que si tu te rends à l'échec, c'est mieux que proche de l'échec. Moi, j'argumenterais que la plupart du monde sont trop loin. Fait que, tu sais, de leur dire d'aller à l'échec, ben, ils vont juste se rapprocher un peu plus de proche de l'échec, mais ils ne seront pas nécessairement à l'échec, dans le sens que des vrais échecs musculaires, à moins que vous entraînez vraiment dans un gym de performance, des affaires de même, ben, réalistiquement, vous n'avez jamais vu. Là. Tu sais, dans une salle d'entraînement, la plupart du monde sont très, très loin de l'échec, voire trop loin de l'échec. Fait que juste de le rapprocher de ça, ça va vraiment, vraiment changer de quoi. C'est juste, ça peut être juste un test, hein. Ça peut être aussi simple qu'un test. Je prends du dumbbell bench press, je prends des 50 livres, puis je fais un max rep. Puis là, je fais, OK, je me rends à 15. Normalement, j'arrête là. Mais t'es comme, OK, combien de reps tu peux continuer? 16, 17. Puis là, t'es rendu à 22, puis t'es comme, OK, man, je suis vraiment, vraiment trop loin. En général, on veut 1, 2, 3 reps de l'échec, 1 à 2 reps de l'échec musculaire comme étant ta charge de travail. Fait qu'admettons que je ferais des séries de 18, ce qui serait un peu whack, puis j'ai fait un max rep de 50 livres au bench press, puis j'ai fait 20 reps, mettons, ben ma charge serait 50 livres. Puis je ferais des séries de 18, puis j'aurais une stimulation qui serait considérée comme relativement adéquate. Ou est-ce que c'est très lourd, très difficile, mais sans nécessairement être maximal. Fait qu'une à 3 reps de l'échec musculaire, dépendant du volume qui est fait. Évidemment, plus l'intensité est haute, plus que c'est dur de t'inquiéter du volume. Dans le sens que si tu fais un set all-out, en théorie, si tu fais un set all-out, tu as un set de travail. Là. Si tu es capable de faire d'autres efforts après du même exercice, ou même dans certains cas du même groupe musculaire, c'est pas all-out, c'est pas un échec musculaire que tu as fait. T'sais. Fait que tu veux avoir un certain volume, puis tu ne devrais pas t'entraîner trop proche de musculaire pour ça, parce que ça va justement baisser ton volume jusqu'à un certain point. Mais tu devrais pas être à l'échec musculaire, mais tu devrais être relativement proche de l'échec musculaire. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait que comprendre cette relation-là entre les deux paramètres, c'est super important, mais on va retourner sur le volume un peu à ce niveau-là. Mais la plupart du monde, ça va pas assez fort. C'est vraiment, vraiment important de l'admettre. Puis juste de traquer tes charges, même. Juste de traquer tes charges, tu la vois tout de suite, l'évolution. Je progresse-tu, je progresse pas. Ça fait 3 semaines que tu as la même charge. Tu aurais dû progresser quelque part. Il y a de quoi qui ne marche pas. T'sais. Puis l'autre affaire à noter ses charges aussi, c'est que ça te permet de voir, hey fuck, man, ça avance-tu? Est-ce que mes choses augmentent? Est-ce que je prends le temps la même charge? Est-ce une régression? Parce que ça arrive des fois que tu changes des variables, puis là, tu as une régression. Puis au minimum, ce que ça fait aussi, c'est que ça te conscientise sur l'importance des autres variables. Dans le sens que moi, lundi, c'est vraiment lundi que on est mercredi au moment que j'enregistre ça. C'est vraiment lundi que le rhume a kické, mal sale. Puis, m'a dire, mardi, je l'ai senti dans mon gym. Là. J'avais pas vraiment besoin d'embarquer. J'avais des drops mal sales de force. Puis, tu sais, c'est très, très clair dans ce cas-ci. J'étais malade, you know. Mais, tu sais, des fois, c'est beaucoup plus insidieux que ça. C'est genre, OK, j'ai mal dormi cette nuit-là ou fuck, j'ai skippé un peu ma routine de sommeil. Puis là, ça a des impacts réels le lendemain. Tu sais, je vois. Puis, ça te permet de conscientiser c'est comme le processus global. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait trois concepts de volume pour retourner au volume. Le premier, volume minimal effectif. La plupart du monde, on ne veut pas être là. On voudrait être un petit peu plus haut, à moins que vous soyez très débutant. On voudrait être plus dans ce qui s'appelle le volume maximal adaptif. On veut être plus à ce niveau-là. Puis junk volume, vous ne devriez jamais être là, vraiment. Ça sert à grand-chose. Puis il y a beaucoup de monde que c'est du junk volume parce qu'ils ne forcent pas assez. Fait que littéralement, leurs séries n'ont pas de retour sur l'investissement. Le temps ou l'effort qui est mis ne crée pas d'adaptation parce que la demande n'est pas assez grande, littéralement sur le corps humain, ou ils en font juste trop. Dans certains cas, si tu tombes dans du 50-60 reps ou très, très high rep, je dirais n'importe quoi en haut de 30, sincèrement, mais il y a beaucoup de monde dans la littérature qui sera en désaccord avec ça. Mais de mon expérience, n'importe quoi en haut d'un certain nombre, là, prenez un range. Ce qui va se passer, c'est que la limite ne sera pas tant musculaire, dans le sens que si tu fais 50 reps au leg press, tu risques d'être beaucoup plus fatigué comme systématiquement que d'être vraiment le muscle qui lâche. T'sais. Puis le corps crée toujours des adaptations spécifiques à l'élément limitant. Fait que si tu arrives, puis c'est comme le muscle qui lâche, mais là, c'est plus logique pour lui de créer de la masse musculaire parce que c'est le muscle qui a cassé. À l'inverse, si c'est l'articulation qui lâche, fait que là, c'est ton coude qui t'empêche de pousser plus loin, ben, c'est pas idéal pour l'hypertrophie. Fait que ça pour dire, junk volume. Les sets, le volume minimum efficace, que la plupart du monde vont, et que, pas que la plupart, que certaines personnes vont être, ça tourne pas mal autour du 10 à 12 sets. Fait qu'on veut aller chercher 10 à 12 séries par groupe musculaire. Fait que, mettons, je veux développer un biceps, ça me prend un minimum de 10 à 12 sets par semaine. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le straight minimum. La dose maximale, pour la plupart du monde, va être dans les eaux du 20-25. À savoir que
Il y a certaines études que je suis en désaccord. Sincèrement, je serais vraiment, vraiment curieux de voir comment ça a été fait, ces protocoles-là, puis comment ça a été poussé. Il y a certaines études qui montrent un volume de 30-47, ce qui est énorme, sincèrement. N'importe qui s'entraîne 30-47, admettons, à 30-47 séries, à 2-3 reps de l'échec musculaire par semaine, ça commence à être du stock. L'autre affaire, c'est comment tu splits ça. Est-ce que tu es 6 jours au gym, puis tu fais genre 5 séries de chest à chaque jour? Genre, même pas, ça fait 6 fois 30, il faut que tu en fasses genre 7. Faut que tu fasses genre 7 exercices de chest. Tu t'en vas au gym, à chaque jour, tu fais genre 8 sets de chest. C'est ça la stratégie, man, genre. Tu sais, il n'y a pas de récup qui se fait tant que ça. Fait que moi, je vous déconseillerais d'aller vers ça, mais sachez que c'est des études qui existent quand même. De ce que j'observe avec ma pratique concrète, puisque je pense qu'il fait plus de sens aussi, on parle d'un 20 à 25 sets pour la plupart du monde. C'est là que tu vois des adaptations. Puis c'est là que ça se plug beaucoup plus concrètement dans un programme d'entraînement parce que un des facteurs aussi qu'on a, c'est évidemment le volume, c'est le plus gros prédicteur d'hypertrophie, mais l'autre affaire, c'est la fréquence. À savoir que la. Je ne vais pas tomber trop. Des fois, je me ramasse à geeker sur des concepts de physiologie qui n'ont juste aucune application pour la plupart d'entre vous. Là. Mais tu sais, c'est important de comprendre que la réponse musculaire, le développement musculaire, la synthèse des protéines après l'effort, il y a une date limite là-dessus. À savoir que ton corps, ça ne prend pas 3 semaines à refaire sa masse musculaire. Ça se compte en fait, à ma connaissance, on n'a pas ciblé exactement le délai temporel que ça prend, mais les adaptations arrivent dans les heures qui suivent. Ça peut prendre jusqu'à 12 à 24 heures avant d'avoir vraiment une élévation de ta synthèse des protéines. Puis après ça va comme commencer à baisser sur un 3, 4, 5 jours après, mettons. C'est vraiment après 2, 3 jours que là, ça commence à dropper de manière significative en termes de la synthèse des protéines. Fait que c'est un intérêt pour le monde qui prennent des stéroïdes aussi. C'est que si tu prends des stéroïdes anabolisants, tu prends des hormones sexuelles, mais ta synthèse des protéines est tout le temps plus haute parce que c'est une des fonctions principales de ces hormones-là. C'est sa testostérone, des enfants de même. Fait que quand tu as des gens qui sont naturels, la plupart du monde, j'ose croire, j'espère encore, d'avoir une fréquence qui est d'avoir plus de fréquences, plus de stimulation, c'est plus logique parce que ça permet justement d'avoir une synthèse des protéines qui est un peu plus égale. Puis lorsqu'on on se rend compte dans la littérature qu'à volume égal, fait que mettons 25 sets de biceps, c'est plus logique de le splitter que de le faire dans une séance pour une raison obvious. La première, c'est si tu fais 25 sets de biceps dans ta journée, je te jure à shit que tes dernières séries ne servent pas à grand-chose. Tu es juste pété raide, là, fait que tu n'es pas capable d'aller chercher une intensité qui est suffisante. Fait que de le splitter, évidemment, c'est plus logique parce que ça permet d'avoir une meilleure relation entre le volume et l'intensité, first. Puis l'autre affaire aussi, c'est que je pense que c'est beaucoup plus soutenable dans le temps. Il y a de quoi de merveilleux. Il y a de quoi de merveilleux, il y a de quoi de vraiment le fun à faire un bro split où est-ce que tu fais le chest une journée, tu fais le dos une autre journée. Malheureusement, c'est probablement pas le best pour l'hypertrophie, pour le développement musculaire pour la plupart du monde. C'est mieux d'avoir un peu plus de fréquence par-ci par-là. Ce qui est poche, parce que si tu entraînes 2 jours par semaine, ce qui va être le cas, mettons, de la plupart des coureurs, tu es un peu condamné à des splits full body. C'est à moins que tu aies vraiment des objectifs très, très asymétriques dans le développement musculaire. Je ne dis pas asymétrique avec une connotation négative d'une quelconque manière. Là. Je parle vraiment d'asymétrique en termes de, mettons, je veux développer mes biceps et non mes épaules, puis je ne veux pas que ça ait un transfert au niveau de ma course à pied, ou est-ce que là, ben, ça va être plus logique de faire des compounds, de faire des affaires de même. Des compounds, mettons, c'est plus des squats, des deadlifts, des affaires de même que de faire un bicep curl, mettons. Mais quand tu t'entraînes moins que 2 fois, tu es un peu condamné à faire du full body parce que justement, tu es plus logique d'avoir une stimulation. Tu es mieux d'avoir un peu moins de volume puis de te stimuler un peu plus régulièrement que juste faire ton chest le lundi puis de le refaire l'autre lundi d'après. Tu vas avoir plus de résultats. Mais ça semble être quelque chose qui est lié dans la littérature scientifique. Fait que la première, c'est la quantité totale de travail que tu fais, que j'ajouterais à une certaine relation à l'intensité musculaire, à l'échec musculaire. Fait qu'on va être à 2-3 reps de l'échec, 1 à 3 reps de l'échec pour la plupart du monde, ça va être bien good. Fait qu'un 27 sur une priorité. Puis c'est là que ça devient compliqué aussi. Si tu as 3 priorités, 4 priorités, tu vas faire quoi, man? Tu vas faire 27 de biceps, 27 de jambes, 27 de quad, 27 d'épaules, 27 de triceps. Comment tu vas logistiquement rentrer ça dans un training, à moins de passer ta vie au gym, littéralement? Puis l'autre affaire aussi, une chose qui est observée dans la littérature scientifique, c'est que les temps de repos plus longs sont généralement plus favorables à l'hypertrophie, ce qui n'est absolument pas ce qu'on voit dans l'hypertrophie. Puis là, qu'on voit dans un gym. Puis je ne te parle pas de faire des 5 minutes comme en force. Là. On parle de prendre, puis il y a certaines études qui ont observé vraiment avec des très, très longs temps de repos, comme des 4-5 minutes. Mais la plupart du monde prennent un 30-40 secondes quand ils prennent des repos chronométrés. Mais vraiment de prendre un 90-120 secondes, de s'asseoir, de prendre le temps de récupérer, ça a un effet favorable juste parce que tu es capable de péter plus le muscle. Tu es capable de pousser un peu plus parce que, tu es plus fresh. Là, c'est sûr que là, tu amènes des contraintes logistiques avec ça parce que le workout augmente considérablement en temps si tu fais ça, ce qui devient un enjeu encore plus si tu as 15 000 fucking priorités et puis tu mets 27 sur toutes. T'sais. Tandis que si tu en as une ou deux qui sont à 20-25, ben, tu peux facilement mettre le reste à 10, faire 1 ou 2 exercices par-ci par-là, puis être golden, ça se plug logistiquement mieux. Puis la plupart du monde ne vont pas s'entraîner dans un gym pour leur vie, puis ils ne restent pas là 2 heures. Puis il y a du monde. Il y a du monde qui reste là 2 heures dans le gym. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment un paramètre qui est super important. C'est
au-delà du volume, après ça, il y a la distribution de ce volume-là, comment on le place. C'est dur de donner une réponse textbook. C'est vraiment, vraiment difficile de donner une réponse textbook. Pour la plupart du monde, on parle de 2 à 3 fois de stimuler le groupe musculaire prioritaire. Ça risque d'être ce qui est idéal, mais ça dépend hautement de comment vous récupérez. Il y a bien du monde qui, à 3 fois semaine, ça ne passera juste pas, même si le volume est très haut. Fait que ça, t'es-tu tout le temps raqué, man? T'es-tu parti sur une loupe de ça fait genre 2 mois que t'es courbaturé? Si oui, c'est assez safe de dire que tu récupères pas tant que ça. T'sais. Puis l'autre affaire, c'est euh, la- au-delà des courbatures et la performance. À savoir que c'était pas d'avoir une augmentation dans le temps, mais c'est assez clair de dire que tu ne récupères pas si bien à ce niveau-là. Puis ça, c'est quelque chose qui peut avoir un gros impact. Mais évidemment, tu t'entraînes 4 fois semaine, ben, ou 3 fois semaine, ben là, ça devient quand même touché de faire des biceps à chaque fois. Là. Peut-être que tu as envie de faire un peu plus de fantaisie puis de splitter tes affaires un peu. Fait que ça dépend de la capacité de récupération de la personne, beaucoup. Je vous dirais, ça dépend beaucoup de son travail aussi. Puis ça dépend aussi du nombre de trainings. Dans le sens que même si on veut, puis on fait des splits parfaits théoriques, la plupart du monde ne s'entraîneront pas 5 fois semaine. La plupart du monde vont être à 3, 4. Puis c'est poche parce qu'on sait que les 2 prédicteurs principaux de l'hypertrophie, c'est le volume, puis après ça, c'est la fréquence de ce volume-là par rapport à l'intensité. Fait que la plupart du monde vont avoir des trucs qui vont être plus réalistes dans les splits. Puis tu es tout le temps mieux de favoriser, de toucher les muscles un peu plus souvent que de tout jammer ça ensemble, à moins d'être un petit peu plus forcé ou d'être dans une phase vraiment d'accumulation. Puis il y a encore des choses que je me sers. J'en fais vraiment moins que j'en faisais avant. Avant, je planifiais gros à la Quantum Training, là, où est-ce que. Je ne sais pas à quel point c'est Quantum Training. C'est eux qui m'ont appris ça, mais je ne sais pas à quel point c'est leur technique. Là. Mais tu sais, où est-ce que tu alternes vraiment clairement des phases d'accumulation avec des phases d'intensification. Je fais plus tant ça. Ça m'arrive quand j'ai des muscles stubborn ou des affaires de même, des muscles qui grossissent pas, ou que là, ça stagne un peu, soit en charge, soit en progrès physique, de vraiment faire alright, watch me. Là. Puis là, de faire des shit tonnes de volume puis de le monter un peu plus. Mais sinon, de l'accumulation plus pure, j'en fais pas tant. Puis l'autre affaire aussi qui est vraiment importante, euh, le dernier paramètre, qui reste le dernier, je ne sais pas à quel point ça va être la fin du podcast, mais le dernier paramètre, c'est la progression de la surcharge mécanique. C'est vraiment ça dans le temps qui permet de voir est-ce que tu progresses, man. Puis c'est là que ça a beaucoup de valeur d'avoir des lifts ou d'avoir des objectifs plus comme des exercices compound, plus des deadlifts, des chin-ups, des bench, des affaires de même, où est-ce que là, le marqueur de progrès, c'est de devenir plus fort. Puis ça, c'est assez noir ou blanc, c'est assez A ou B. Là. C'est genre, tu prends-tu plus lourd? Tu fais-tu plus de reps? Fait que, ça, c'est quelque chose dans le temps que si tu fais 3 chin-ups, tu commences à faire des séries de 6, c'est sûr que ton dos va changer, tes biceps vont monter. Puis c'est important de le dire, si tu cheats ta technique, en gardant une belle technique, évidemment, si tu cheats ta technique, c'est pas du progrès. Tu as juste pris de la masse, la tension qui devait être sur le muscle, puis tu l'as sagré dans tes coudes, man. C'est pas un win. Là. C'est pas un win pour personne. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important. Ça serait d'avoir une surcharge dans le temps. Ça serait notre dernier paramètre. L'autre, c'est plus du fine-tuning, où est-ce qu'on s'en va un peu en général. OK? Puis c'est quand même assez c'est embryonnaire, puis c'est plus si embryonnaire que ça, mais je ne serais pas prêt à dire que c'est des pratiques courantes scientifiques. Là. La première affaire, c'est qu'il y a certaines études qui ont comparé vraiment l'amplitude d'un mouvement. La plupart des trucs, c'est des leg extension ou des leg press. Fait que, c'est, mettons, alright, une étude qui fait le mouvement complet, fait qui fait vraiment le plus bas possible, l'amplitude complète. Une étude qui fait la position étirée, puis une étude qui fait la position contractée. Dans presque toutes les études, la position contractée sort comme étant inférieure. Ça ne veut pas dire que ça ne génère pas d'hypertrophie. Ça veut juste dire que ça en génère moins que l'amplitude complète ou un certain emphase en position étirée. La plupart des études montrent clairement que le full range of motion, l'amplitude complète, c'est ça qui génère le plus d'hypertrophie. Ça ne veut pas dire que tu devrais faire juste ça. Je pense que ça a quand même la valeur d'avoir du partial, d'avoir des affaires comme ça, suivi de très près, puis même dans certaines autres études qui ont dépassé la position étirée. Fait que dans un squat, de vraiment venir descendre en bas, de faire une petite pause en bas dans ton bench, de vraiment venir étirer ton chest. Si tu fais, mettons, des variantes de RDL ou de glutes ou de lunge pour tes fessiers, bien vraiment, quand tu es en bas, quand ta hanche est pliée, de vraiment stretcher ton fessier au max. C'est toutes des choses qui peuvent avoir vraiment, vraiment beaucoup de valeur. Fait que de mettre l'emphase sur la position étirée, d'avoir un tempo qui est contrôlé aussi parce qu'il y a un certain ratio de temps sous tension, même si ce n'est pas aussi important qu'on pensait que c'était. Il y a un certain nombre de reps, à savoir que pour l'hypertrophie, la plupart du monde, qui est mieux de sticker n'importe où dans un 5 à 20. Tu pourrais monter plus haut, mais je pense sincèrement que ce n'est pas idéal. Mais hey, je demande à être convaincu. C'est juste mon opinion. Personnellement, j'ai jamais puis il y a probablement une composante aussi, genre, comportementale de ça, de genre, tu mets du 30 reps à quelqu'un là, dans son programme, il va être fucking off, man. Il n'y aura pas de fun, là, tu sais. Puis personnellement, j'aurais pas de fun d'avoir ça. Fait que n'importe où dans le 5 à 20, peut-être pas descendre un peu plus bas parce que justement, l'élément limitant ne sera pas là. Ça sera pas le même. À savoir que si dans du 1 à 4,
ben, réalistiquement, ton élément limitant, ça va être ta force, ça va être même plus ta technique, potentiellement ta capacité de rester vraiment en tête sur une grosse charge, mais ça risque de te limiter beaucoup plus que le muscle pleinement. Fait que quand tu montes un peu, ça perd un peu plus, puis tu vas avoir un peu plus de tension sur le muscle, on a au moins au niveau du système nerveux, appelons ça comme ça. Fait que de rester dans des ranges de même, de mettre en force sa position étirée, puis de descendre vraiment, vraiment en quelques secondes, de vraiment contrôler ton excentrique, d'avoir une amplitude complète, ça semble être ça qui a le plus d'impact. Fait que pour résumer le podcast, si ça ne vous dérange pas, je vais regarder ça court, mais je pense qu'il est plus si court que ça, mais commence à sentir les Tylenol rumicinus qui débarquent. Là. Je commence à les sentir pas si pire. Mais la plupart du monde, OK? Si tu te demandes quoi faire, deviens plus fort, priorise, sois très, très clair dans ta priorisation avec le volume que j'ai parlé. Fait qu'on parle d'un 20 à 25 sets sur ces groupes musculaires-là prioritaires, un 10 à 12 sur le reste ou moins. Tu pourrais garder la plupart de ta masse musculaire en faisant genre 3-4 sets par semaine, puis être bien good là, en théorie. Là. Fait que c'est ça, de prioriser, puis si t'es pas sûr, deviens plus fort, man. Travaille ta technique, travaille ton recrutement musculaire, focus vraiment sur bien sentir ton muscle. La plupart du monde, quand ils arrivent avec un objectif de je veux développer mes biceps, je veux développer un muscle, il y a vraiment un muscle qui tire de la patte, ils le sentent pas bien. Ils le sentent juste pas bien, puis tant que ça, c'est pas travaillé, ça fait moins de sens, un peu de pousser. Ça, c'est la première affaire. Je viens de renommer le volume. Différence entre du volume minimum efficace, de sa 12 séries par semaine, volume maximal adaptif, 25-37, 20 à 25-7. La plupart des études montent un peu plus haut, mais je dirais que je ne suis pas tant d'accord avec ça. Chose qui est vraiment importante, c'est de comprendre le jump volume. Jump volume, c'est est-ce que tu t'entraînes assez fort de l'échec? Est-ce que tu es assez fort? Est-ce que tu es assez proche de l'échec musculaire? Est-ce que tu fais assez de travail que tu récupères? Est-ce que tu en fais à l'inverse un petit peu trop? Ou est-ce que passer une certaine étape, tu ne mets plus assez lourd ou tu ne récupères pas du volume que tu as mis? Fait que ça, c'est quelque chose qui est là, quelque chose qui est vraiment, vraiment important à prendre en considération. À volume égal, une fréquence plus haute semble être plus favorable pour l'hypertrophie. Mettez un astérix à ça parce que ça dépend beaucoup de votre mode de vie, ça dépend de votre travail, ça dépend du nombre de fois que vous allez au gym, ça dépend de votre capacité de récupération, mais c'est quelque chose qui est assez validé. Après ça, vraiment de focusser sa surcharge mécanique, devenir plus fort, acheter des reps, acheter des trucs avec une bonne technique. Encore une fois, cheater sa technique, c'est pas du progrès, c'est juste un cheat. Puis une coupe de petits hacks aussi sur focusser sa position étirée dans le mouvement, descendre en contrôle, puis favoriser une amplitude complète avec peut-être un petit emphase au niveau de la position étirée. Fait que je vous laisse avec la fin de la tune, Heavy is the Crown de Linkin Park. Donnez-leur une chance. Si vous êtes un vieux boomer, comme moi je suis pas un boomer, c'est juste pour mon exemple. Là. Si vous êtes un peu réfractaire aux changements musicaux de Ben ou d'affaires de même, pour vrai, ça c'est vraiment cool. Je trouve vraiment que Linkin Park s'en vont quelque part. Fait que allez faire un tour sur l'album. L'album est vraiment bon. Moi, je trouve ça vraiment cool, la fille qui est là aussi. Son background, son histoire, c'est bien de ses affaires, mais la tune est bonne. Fait qu'on va vous laisser avec la fin de la tune. Ciao, bye. Today was a very big day for us. It's not every day you get to release a new song. I don't know how many hours we've given you to learn it. But did you learn it? It's called Heavy is the Crown. We're not get the door in. We both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low. Trying to catch fire, feeling so cold. Holding inside, I hope it won't show. Saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crown. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crown. Turn to run, now look what it's become. Outnumber 10 to 1. Back then should've bit your tongue, cause there's no turning back. This path once it's begun, you're already on that list. You can do one, but you can't resist. Wearing that sword when the pin won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crown. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crown. Today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for.